Dans un champ de tir poussiéreux de Virginie, un gardien de tombe se retrouve sous une tempête de railleries. Son vieux fusil est tourné en dérision par un ancien marine à la voix forte, et la foule rit, chantant qu'il n'est qu'une statue cérémoniale. Mais, quand la cible d'acier sonne à 730 mètres, les rires meurent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet homme discret a plus de victimes à son actif que la plupart des escouades, et qu'il est sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. La campagne de Virginie se réveillait lentement ce matin d'octobre. L'air portait l'odeur âcre de la poudre mêlée à celle de l'herbe humide et un léger parfum de diesel provenant du chemin de gravier. Le club de tir de Shenandoah reposait dans une vallée. Son vieux pavillon de bois et ses allées de tir au toit métallique semblaient sortis d'un autre siècle. Ce n'était pas un lieu pour les amateurs avec des cibles en plastique ou des armes clinquantes de location. Ici, on venait pour tirer sérieusement, entre hommes qui parlaient bas et connaissaient le poids d'une détente rien qu'au toucher. Garés dehors, on voyait des pick-up maculés de boue, de vieux SUV avec des caisses de fusil à l'arrière, et pas une seule voiture tape à l'œil. Laurent Moreau descendit de sa berline bleue fanée comme s'il venait faire des courses, pas pour affronter une arène d'ego. 35 ans, une carrure moyenne, les muscles secs d'un homme qui avait marché des kilomètres dans des déserts au lieu de soulever des poids pour la galerie. Il portait un jean sombre, une veste noire usée et des bottes qui avaient plus voyagé que la plupart des gens. Son sac en toile contenant le fusil avait les bords effilochés par les années. Il avançait avec cette assurance silencieuse qui n'attirait pas l'œil, mais qui ne manquait rien. À l'intérieur du pavillon, il signa rapidement le registre, salua d'un signe de tête l'officier du stand, un vieux sous-off de la marine, au regard habitué à repérer un vrai tireur à 50 mètres, puis alla prendre la ligne numéro 10 tout au bout. Les autres installaient déjà leurs fusils, dézippant des mallettes tactiques remplies de carbone et de lunettes dernier cri. Laurent posa simplement son sac sur le banc, l'ouvrit et en sortit quelque chose qui fit tourner quelques têtes, si ce n'est qu'un instant. Un Springfield M1903. Pas une réplique brillante de vitrine, non, l'original. Sa crosse en bois polie par des décennies de mains, son acier bleuit portant la patine des armes qui ont connu la guerre. Le genre de fusil qui n'avait pas besoin de laser ou de viseur électronique pour atteindre sa cible. Laurent vérifia la culasse d'un geste sûr, puis le reposa doucement, comme s'il réveillait un vieil ami. C'est alors qu'un certain Kevin Marchand arriva dans son énorme F-250 noir, soulevant des cailloux comme dans un film d'action. Ancien marine autoproclamé, il ne laissait jamais personne l'oublier. Il dirigeait maintenant une société d'entraînement tactique avec une chaîne YouTube qui comptait plus d'abonnés que la population de certaines petites villes. Épaules massives, bouche encore plus grande et un M4 customisé qui devait coûter plus cher que la voiture de Laurent. Il portait un gilet tactique couvert de logos de marques d'armement et ses lunettes de soleil restaient plantées sur son nez, même à l'ombre. « Allez les gars », lança-t-il en ouvrant sa housse de fusil avec emphase. « On va vous montrer ce que ça donne pour de vrai. » Sa voix couvrit le cliquetis des douilles tombant au sol. Son M4 brillait au soleil, bardé d'une lunette haut de gamme, d'un silencieux et de tout un attirail à faire saliver un passionné. Kevin le mettait en place comme pour un show, veillant à ce que tout le monde voie les gravures sur mesure et le point rouge qui criait « fric ». C'est là qu'il remarqua Laurent, tranquille dans sa ligne 10, avec son vieux fusil et son thermos de café, l'air d'avoir voyagé dans le temps. Kevin sourit, flairant une proie facile. « Eh ben dis donc !» cria-t-il assez fort pour la moitié du stand. « On a un passionné d'histoire ici. C'est quoi ton joujou, mon pote? T'as emprunté ça à un musée? Ou bien il distribue ses antiquités aux gardiens de tombe pour les parades? » Quelques jeunes types, la vingtaine, barbe tactique et canette d'energy drink à la main, éclatèrent de rire. Ils se rassemblèrent autour du stand de Kevin, attirés par son assurance et ses gadgets brillants. Laurent, lui, ne réagit pas. Il versa simplement son café dans le bouchon de son thermos, en but une gorgée, et observa les fanions qui indiquaient le vent. Son silence ne fit qu'attiser la flamme de Kevin. « Sérieusement, mec,
continua Kevin en s'appuyant sur son banc, t'es un de ces gars d'Arlington, à rester planté toute la journée, à faire joli pour les touristes. Parie qu'il te laisse même pas tirer avec cette relique. Plus de rire. 2 ou 3 blagues fusèrent. On dirait le flingue qu'a eu mon grand-père à l'instruction. Je parie qu'il passe plus de temps à cirer ses pompes qu'à tirer. Un peu plus loin, à la ligne 6, un homme plus âgé, barbe argentée et veste de flanelle, leva les yeux de son propre fusil. Jean-Pierre Lambert, colonel de l'armée à la retraite, avait vu le feu dans des coins que ces jeunes ne connaîtraient qu'en vidéo. Il observa la scène avec une expression entre amusement et intérêt. Il fréquentait Shenandoah depuis des années, avait vu défiler du monde, du tireur du dimanche au vétéran des forces spéciales, et savait distinguer le bruit du vrai talent. Quelque chose dans l'immobilité de Laurent lui disait que ça n'allait pas être une journée comme les autres. Kevin, lui, s'échauffait. Il enchaînait les tirs à 270 mètres, chaque impact résonnant sur la plaque d'acier avec un ping net, et il se rengorgeait, lançant des conseils comme un instructeur. Vous voyez, les gars? Ça, c'est ce que ça donne avec un vrai entraînement. Le vent vient de l'ouest, 5 nœuds, mais ma lunette fait le calcul pour moi. Il arma sa culasse avec un petit geste théâtral pour être sûr qu'on le regarde. C'est comme ça quand on a tiré dans le sable, pas juste fait le mannequin pour des selfies. Il lança un regard à Laurent, qui n'avait toujours pas touché son fusil. Juste assis là, à siroter son café, les yeux sur les fanions. « Hé, le garde d'Arlington !» cria Kevin encore plus fort. « Tu vas la tirer, ta pétoire, ou c'est juste pour faire joli? À Arlington, ils t'apprennent à viser, ou juste à marcher au pas? » Le silence s'installa. Pas le silence concentré habituel, mais celui qui précède un orage. Même les jeunes se turent, sentant un changement. Laurent leva enfin les yeux, ni fâché, ni amusé, juste comme si quelqu'un lui avait demandé l'heure. « Je suis pas venu pour faire la compétition, » dit-il d'une voix posée qui portait sans effort. Kevin flairait l'ouverture. « Allons, mec, fais pas ton timide. Montre-nous ce qu'ils t'ont appris à ce cimetière de luxe. Un seul tir, même distance que moi. On va voir si la parade, ça vaut le terrain. » Laurent retourna à son café, les yeux toujours sur le vent. Ce mépris tranquille, c'était comme verser de l'essence sur un feu. « D'accord, » grogna Kevin, « je vais te faciliter la tâche. Je te prête même ma lunette, histoire que t'aies pas d'excuses. » Toujours rien. Jean-Pierre Lambert se leva, s'approchant pour mieux voir. Il marchait calmement, mais on sentait la tension d'un homme qui sait quand la foudre va tomber. Kevin tenta une dernière pique, tenant son M4 comme un trophée. Ça doit pas être facile de rester là toute la journée en bel uniforme à faire le soldat pour les caméras, mais ils t'ont quand même appris à tirer, non? C'est là que Laurent bougea. Il posa son thermos, se leva tranquillement, vérifia la chambre de son fusil avec la fluidité d'un geste répété des milliers de fois. « Un tir, » dit-il sans regarder Kevin. 730 mètres, visée ouverte. Le stand entier se tut. Même le vent sembla retenir son souffle. Kevin haussa un sourcil, mi-rieur, mi-incrédule. 730? Sans optique? Je distingue à peine la cible moi-même. Laurent ne répondit pas. Il alla jusqu'à la ligne, se coucha au sol dans un mouvement si fluide qu'on voyait les années d'entraînement. Pas de geste inutile, pas d'hésitation, juste un homme et son fusil devenant le sol. Il cala le Springfield dans son épaule, jeta un dernier regard au fanion, puis se figea. Sa respiration, contrôlée au point d'être imperceptible, n'était qu'un rythme lent et précis. L'officier du stand, un type nerveux avec un tatouage usé de la marine, cria « Cible à 730 mètres, silhouette métallique activée. » Laurent ne broncha pas. Kevin se pencha, plissant les yeux à travers sa lunette. « Je vois même pas la plaque sans mon verre, » marmonna-t-il à un de ses potes. « Ça va être beau. » Mais Jean-Pierre Lambert, lui, regardait Laurent avec un mélange de respect et d'appréhension. Pas pour Laurent, mais pour les autres qui allaient comprendre leur erreur. Laurent expira, lentement, profondément. Le Springfield claqua, un son sec qui fendit l'air comme un fouet. Une demi-seconde plus tard, la cible d'acier chanta d'un timbre clair qui rebondit contre les collines. Personne ne bougea. Personne ne parla. L'officier porta ses jumelles, ajusta. Touché direct, centre de masse. 730 mètres, visée ouverte. Sa voix neutre,
portait pourtant un poids qui écrasa les derniers murmures. Laurent se releva, vida la chambre de son fusil avec la même douceur qu'au départ, et retourna à son banc, reprenant son café. Kevin resta bouche bée, son M4 oublié. Les jeunes regardaient leurs canettes, soudain bien moins fiers. Jean-Pierre s'avança. Laurent Moreau, ancien du 1er régiment de chasseurs alpins, 3 missions dans le Sahel, plus de confirmation que beaucoup de compagnies. Aujourd'hui, gardien de la tombe à Arlington. Ce que vous venez de voir, c'est lui qui tire relax. Un silence respectueux tomba. Un des jeunes murmura « Putain !» Laurent nettoya son arme, pièce par pièce, avec le même soin qu'il avait montré toute la journée. Un jeune, peut-être 19 ans, s'approcha timidement. « Monsieur, c'était incroyable. Comment on vise à cette distance, sans lunettes ?» Laurent haussa les épaules. « On vise pas, on connaît. Le vent, la chute, la distance. C'est du muscle et des souvenirs. Ça vient quand on a les bonnes raisons d'apprendre. » Le gamin hocha la tête. « Mon père disait que les gardiens de tombe, c'était du sérieux. » Je comprends mieux. Jean-Pierre intervint. « Les gens pensent que ces soldats ne sont que des figurants. Ils savent pas qu'un gardien d'Arlington, c'est un soldat d'élite. On leur confie pas un fusil chargé devant les tombes pour le spectacle. » Kevin resta à l'écart, son M4 à moitié démonté, le regard changé. Laurent ferma son étui, hocha la tête. « Messieurs, » dit-il simplement, puis il partit. À l'arrière du parking, il posa son fusil dans son coffre, comme un artisan range son outil, et prit la route vers Arlington. Là-bas, demain, il remettrait son uniforme bleu, accrocherait l'insigne qu'il avait gagné par des années de sueur et tiendrait son poste devant la tombe du soldat inconnu. Ceux qu'il avait vus aujourd'hui n'oublieraient jamais. Ils resteraient marqués par la silhouette silencieuse qui avait traversé leur journée, comme une ombre plus dense que la nuit elle-même. Dans leurs souvenirs, la poussière du chemin continuerait de flotter, lourde d'un silence étrange, et l'odeur de sueur mêlée à celle du métal chaud des armes resterait accrochée à leurs narines. Certains se réveilleraient même la nuit. Pris d'un sursaut, en repensant à la manière dont son regard s'était posé sur eux. Un regard qui n'attendait rien, ne demandait rien, mais qui évaluait tout, pesait le moindre mouvement, comme un vieux loup jauge un territoire qu'il connaît par cœur. Et au fond, se dit Laurent en avalant les derniers kilomètres, ça valait bien le prix d'une balle. Une balle qu'il n'avait pas reçue, mais dont il connaissait déjà le poids, la morsure, la brûlure lente. Car même s'il sortait indemne, ce jour resterait gravé en lui, avec la précision cruelle d'un tatouage fait au fer rouge. La route se déroulait devant lui, monotone, et pourtant chaque bosse, chaque vibration sous ses semelles lui rappelait qu'il avançait toujours, qu'il n'était pas encore couché dans un fossé, les yeux grands ouverts vers le ciel. Il se demanda combien d'hommes pouvaient se vanter d'avoir frôlé la mort de si près et d'en être ressortis sans la moindre fanfare. Pas de cris, pas de sanglots, juste un silence compact, presque respectueux, qui s'était refermé derrière lui comme une porte qu'on claque doucement. Parce qu'un homme qui n'a rien à prouver, c'est souvent celui qu'il faut craindre le plus.